Le médecin avait dit qu'il n'avait plus de temps, mais elle lui offrit ce qu'il n'espérait plus, un héritier et surtout le plus grand amour de sa vie. Abonne-toi et dis-nous en commentaire d'où tu regardes. Le cabinet médical du docteur Laurent était silencieux, à l'exception du tic-tac incessant de l'horloge murale. Mathieu Beaumont, assis sur une chaise inconfortable, observait les diplômes encadrés qui ornaient les murs blancs. L'odeur d'antiseptique lui donnait la nausée. Ou peut-être était-ce l'angoisse. Cardiomyopathie hypertrophique obstructive, avait annoncé le médecin quelques minutes plus tôt, en ajustant ses lunettes. Une forme particulièrement agressive dans votre cas, monsieur Beaumont. Mathieu fixait maintenant ses mains. Des mains d'architecte habitués à dessiner des bâtiments qui dureraient des générations. L'ironie ne lui échappait pas. « Combien de temps ?» demanda-t-il, sa voix plus ferme qu'il ne l'aurait cru possible. Le docteur. Laurent soupira, un son lourd de compassion professionnelle. Sans transplantation cardiaque, peut-être 1 an, mais compte tenu de la rareté de votre groupe sanguin et de la liste d'attente, je comprends, coupa Mathieu. Il ne voulait pas entendre la fin de cette phrase. En sortant du cabinet, Paris lui sembla soudain étrangère. Les façades haussmanniennes qu'il avait tant admirées paraissaient maintenant froides, indifférentes. Sur le boulevard Saint-Germain, les terrasses des cafés étaient remplies de gens qui riaient, qui vivaient sans savoir que leur temps était compté, comme lui avant ce matin. Dans son appartement du 7e arrondissement, Mathieu s'effondra sur son canapé en cuir, le dossier médical toujours serré dans sa main. À 35 ans, sa carrière d'architecte était à son apogée. Le projet de rénovation du musée d'Orsay qu'il dirigeait ferait sa renommée internationale. Il avait tout planifié. La reconnaissance professionnelle d'abord, puis peut-être une famille, plus tard quand il aurait le temps. Maintenant, le temps était la seule chose qu'il n'avait plus. Son téléphone vibra. C'était Anne, sa sœur cadette. « Alors, ces résultats ?» demanda-t-elle, sa voix trahissant son inquiétude malgré l'apparente légèreté. Mathieu ferma les yeux. « Anne, il faut qu'on parle. Pas au téléphone. » Le silence à l'autre bout de la ligne fut plus éloquent que n'importe quelle réponse. 3 jours plus tard, après avoir informé ses associés qu'il prenait un congé indéfini pour raison de santé, Mathieu chargeait sa voiture. Anne l'avait convaincu. S'il lui restait si peu de temps, pourquoi ne pas le passer dans la maison familiale à Saint-Rémy-de-Provence, cette vieille bastide héritée de leurs grands-parents qu'il avait toujours reporté de restaurer. « Tu pourrais enfin t'occuper de ce jardin abandonné », avait suggéré Anne. « Tu as toujours aimé cet endroit. » Pendant le trajet vers le sud, Mathieu réfléchissait. Pas de traitement expérimental, pas d'acharnement thérapeutique. Il affronterait sa fin avec dignité, dans ce lieu qu'il avait vu grandir. Alors que le soleil commençait à décliner, il aperçut enfin les contours de la Bastide sur la colline. Une dernière lueur dorée illuminait les vieux murs de pierre. Pour la première fois depuis le diagnostic, Mathieu sentit quelque chose se détendre en lui. Il était chez lui. Chapitre 2. La rencontre. Le jardin de la Bastide était dans un état bien pire que ce que Mathieu avait imaginé. Après une semaine à s'installer et à évaluer les travaux nécessaires pour la maison elle-même, il s'était enfin aventuré dans l'espace extérieur, envahi par la végétation. « C'est un désastre », murmura-t-il en contemplant ce qui avait été autrefois un jardin provençal ordonné. Les lavandes avaient envahi les allées, le bassin central était asséché et les oliviers centenaires disparaissaient sous le lierre. Pas un désastre. Un jardin qui a suivi sa nature. La voix le fit sursauter. Une femme se tenait à l'entrée du jardin, un large chapeau de paille protégeant son visage du soleil de juin. Elle portait une salopette terreuse et des bottes, un sécateur à la main. « Vous êtes sur une propriété privée », dit Mathieu, plus sèchement qu'il ne l'aurait voulu. « Je suis Élise Moreau », répondit-elle sans se démonter. « La botaniste engagée par la municipalité pour le projet de restauration des jardins historiques de la région. Votre sœur m'a contacté. » Mathieu fronça les sourcils. Anne et ses initiatives. Ma sœur a tendance à s'immiscer dans mes affaires. Élise haussa les épaules et s'avança dans le jardin. Elle s'agenouilla près d'un buisson apparemment quelconque et écarta délicatement les branches. « Regardez, » dit-elle. « Une Rosa gallica, la rose de Provins. Probablement centenaire, c'est extrêmement rare. » Elle leva les yeux vers lui et Mathieu remarqua pour la première fois leur couleur. Un vert noisette pailleté d'or. Ce jardin cache des trésors. Ce serait dommage de les laisser disparaître. Quelque chose dans sa manière de parler, directe mais passionnée, désarma Mathieu. Il s'approcha et s'accroupit à côté d'elle. La rose était petite, d'un rouge profond, presque dissimulée par les mauvaises herbes.
Je n'ai jamais eu la main verte, admit-il, et je ne suis pas sûr d'avoir le temps d'apprendre. On a toujours le temps pour les choses importantes, répondit-elle simplement. Si seulement elle savait, pensa Mathieu. Les jours suivants, Élise revint régulièrement. Sans vraiment l'avoir décidé, Mathieu se retrouva à travailler avec elle. Elle lui expliquait les essences méditerranéennes, l'histoire des jardins provençaux, la patience nécessaire pour voir le résultat de son travail. « C'est comme l'architecture », dit-elle un jour en dessinant un plan du futur jardin. « Vous créez des espaces, mais avec du vivant. » Mathieu sourit malgré lui. L'architecture a l'avantage de la durée. Un bâtiment bien conçu peut durer des siècles. Les jardins aussi à leur manière, répondit Élise. Ce rosier que nous avons sauvé fleurira probablement encore quand nous ne serons plus là. Ces mots frappèrent Mathieu comme un coup physique. Il détourna le regard, fixant l'horizon où les alpilles se découpaient sur le ciel bleu. « Vous n'allez pas bien ?» demanda Élise, posant une main sur son bras. Le contact était léger, mais il résonna en lui comme quelque chose d'important. Un ancrage dans le présent qu'il n'avait pas ressenti depuis le diagnostic. « Juste un peu fatigué, mentit-il. La chaleur, sans doute. » Ce soir-là, en regardant Élise s'éloigner sur le chemin de terre, sa silhouette découpée contre le soleil couchant, Mathieu réalisa qu'il attendait désormais ses visites avec impatience. C'était dangereux. S'attacher à quelqu'un alors qu'il savait qu'il la quitterait bientôt était égoïste. Mais pour la première fois depuis qu'il avait quitté Paris, il se surprit à penser au lendemain avec autre chose que de la résignation. Chapitre 3. Les premiers secrets. Juillet s'installait sur la Provence, apportant avec lui une chaleur sèche qui faisait vibrer l'air au-dessus des champs de lavande. Dans le jardin de la Bastide, le travail avançait. Les allées étaient dégagées, le bassin central nettoyé et remis en eau, les premières plantations organisées selon le plan qu'Élise et Mathieu avaient élaboré ensemble. Ce matin-là, Mathieu se réveilla avec une douleur lancinante dans la poitrine. Il resta immobile, attendant que la crise passe, comme le lui avait conseillé son cardiologue. Depuis son arrivée à Saint-Rémy, ces épisodes étaient devenus plus fréquents, mais il les avait soigneusement dissimulés. Lorsqu'il descendit enfin dans le jardin, Élise était déjà là, agenouillée près des rosiers. « Vous avez l'air pâle », dit-elle immédiatement, son regard perçant le scrutant. « Mauvaise nuit », répondit-il vaguement. « Le Mistral. » Élise hocha la tête, peu convaincue. « J'ai apporté des boutures de jasmin de Grasse. Elles parfumeront tout le jardin les soirs d'été. » Elle parlait de l'avenir avec une telle certitude. Mathieu sentit une vague de mélancolie l'envahir. Il ne verrait probablement pas ces jasmins fleurir l'été prochain. « Pourquoi faites-vous ça » demanda-t-il soudain. « Passez tant de temps ici alors que votre contrat avec la municipalité ne l'exige pas. » Élise se releva, époussetant la terre de sa salopette. « J'aime ce jardin. Et... » Elle hésita. « J'aime la compagnie. » Quelque chose dans sa voix, une vulnérabilité inattendue, toucha Mathieu. Il réalisa qu'il ne savait presque rien d'elle, hormis sa passion pour la botanique. « Vous n'êtes pas d'ici, » dit-il. Ce n'était pas une question. « Lyon, » répondit-elle. « Mais j'ai quitté la ville il y a 3 ans, après certains événements. » Elle ne développa pas, et Mathieu n'insista pas. Chacun avait droit à ses secrets. Ce soir-là, il l'invita à dîner pour la première fois. Ils mangèrent sur la terrasse, sous un ciel criblé d'étoiles. Élise avait apporté une bouteille de Châteauneuf-du-Pape et le vin déliait les langues. « J'étais fiancée, » dit-elle soudain, contemplant le liquide rouge dans son verre. « À un médecin, nous avions tout planifié. Le mariage, la maison, les enfants, et puis il a rencontré quelqu'un d'autre, une de ses collègues. » Elle eut un petit rire sans joie. « C'est tellement banal, comme d'histoire. »« La douleur ne l'est jamais, » répondit doucement Mathieu. Leurs regards se croisèrent dans la lueur des bougies. Mathieu sentit quelque chose se nouer dans sa gorge. Il aurait voulu lui dire la vérité, lui expliquer pourquoi il ne pouvait pas, ne devait pas se rapprocher d'elle. Mais les mots restèrent coincés. « Et vous » demanda Élise. « Qu'est-ce qui pousse un architecte parisien en pleine ascension à s'exiler dans une vieille Bastide provençale ?» Mathieu détourna le regard. « J'avais besoin de changer d'air. Je ne vous crois pas, dit-elle simplement. Mais je respecte votre secret, pour l'instant. » Le lendemain matin, Mathieu eut une crise plus violente que les précédentes. En se rendant aux toilettes, il fut pris de vertige et dut s'appuyer contre le mur. Sa vision se brouilla et il sentit ses jambes céder sous lui. Lorsqu'il reprit conscience, il était allongé sur le sol frais de la salle de bain. Combien de temps était-il resté inconscient? Quelques secondes? Minutes? Il se releva péniblement et consulta son téléphone. Il devait appeler le docteur Laurent à Paris.
La conversation fut brève et sans surprise. Son état se détériorait plus rapidement que prévu. Le médecin insista pour qu'il revienne à Paris pour des examens supplémentaires, peut-être un ajustement de son traitement. « Je ne peux pas partir maintenant », dit Mathieu en regardant par la fenêtre. Élise venait d'arriver dans le jardin, son chapeau de paille sur la tête, un panier rempli de plants à la main. « Monsieur Beaumont », la voix du médecin était grave. « Sans vouloir être trop direct, vous n'avez peut-être plus beaucoup de temps. »« Je sais », répondit Mathieu. « C'est précisément pour ça que je reste ici. » Chapitre 4. L'aveu mi-août. La chaleur était devenue presque insupportable, forçant Élise et Mathieu à travailler tôt le matin et tard le soir, se réfugiant dans la fraîcheur de la Bastide pendant les heures les plus chaudes. Ils avaient repris l'habitude de déjeuner ensemble, puis de faire une sieste, chacun de son côté. Élise dans le salon où un vieux ventilateur brassait l'air tiède, Mathieu dans sa chambre à l'étage. Souvent, ils ne dormaient pas, observant le plafond, écoutant les cigales et le souffle léger d'Élise en bas. Leur relation avait évolué, doucement, presque imperceptiblement. Des regards qui s'attardaient, des mains qui se frôlaient en travaillant, des soirées qui s'étiraient jusque tard dans la nuit, à parler de tout et de rien. Mathieu savait qu'il jouait avec le feu. Chaque jour qui passait rendait l'inévitable séparation plus douloureuse, mais il n'arrivait plus à s'en soucier. Pour la première fois depuis son diagnostic, il se sentait vivant. Ce jour-là, alors qu'il travaillait à la restauration du petit mur de pierre sèche qui délimitait le potager, Mathieu fut à nouveau frappé par une douleur aiguë dans la poitrine. Il tenta de la dissimuler, mais cette fois, Élise le remarqua immédiatement. « Mathieu, dit-elle, abandonnant pour la première fois le vouvoiement, tu es malade, n'est-ce pas ?» Il voulut nier, mais la douleur était trop forte. Il s'assit lourdement sur le muret, le souffle court. « Depuis quand le sais-tu » demanda-t-il entre deux respirations difficiles. « Je soupçonnais quelque chose depuis le début. Les médicaments dans ta salle de bain, ta fatigue, ces moments où tu disparais pour passer un coup de fil. » Elle s'agenouilla devant lui, prenant ses mains dans les siennes. « Je suis la fille d'un cardiologue, Mathieu, et j'étais fiancée à un médecin, tu te souviens? Je reconnais les signes. » Ajoute un long silence, ponctué seulement par le chant des cigales et la respiration laborieuse de Mathieu. « Cardiomyopathie hypertrophique obstructive, dit-il finalement, dans une forme particulièrement agressive apparemment. » Élise ferma les yeux, accusant le coup. « Le pronostic? Sans transplantation. Moins d'1 an. C'est ce qu'ils m'ont dit en juin. Et tu comptais me le dire quand ?» Sa voix tremblait légèrement. Mathieu détourna le regard. « Je ne comptais pas te le dire du tout. Je ne pensais pas. Je ne voulais pas qu'on devienne proche. »« Eh bien, c'est raté, » dit-elle avec un petit rire qui se brisa en sanglots. Mathieu la prit dans ses bras, respirant le parfum de ses cheveux, sentant sa chaleur contre lui. C'était la première fois qu'il se tenait ainsi, et la sensation était à la fois étrangement familière et totalement nouvelle. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « Ne le sois pas, » répondit-elle en s'écartant légèrement pour le regarder dans les yeux. « Mais promets-moi une chose, plus de secrets. Si nous n'avons que peu de temps, ne le gâchons pas avec des non-dits. » Cette nuit-là, Élise ne rentra pas chez elle. Ils restèrent assis sur la terrasse jusqu'à ce que les étoiles pâlissent, parlant de tout ce que Mathieu avait gardé pour lui depuis des mois, de sa peur, de sa colère, de sa résignation initiale, et de comment, peu à peu, elle avait fait place à autre chose, à l'envie de vivre pleinement le temps qui lui restait. À l'aube, épuisés mais étrangement apaisés, ils montèrent ensemble dans la chambre de Mathieu. Sans un mot, elle se blottit contre lui, et ils s'endormirent ainsi, enlacés, comme s'ils avaient fait cela toute leur vie. Quand Mathieu se réveilla quelques heures plus tard, Élise était debout près de la fenêtre, son profil se découpant contre la lumière dorée du matin. « J'ai appelé mon père, » dit-elle sans préambule. « Il connaît un spécialiste à Marseille, un chercheur qui travaille sur de nouveaux traitements. Il peut nous recevoir la semaine prochaine. » Mathieu voulut protester, lui dire qu'il avait accepté son sort, qu'il ne voulait pas passer ses derniers mois dans des hôpitaux, mais le regard déterminé d'Élise l'arrêta. « Plus de secrets, tu as promis, » dit-elle doucement. « Alors voici le mien. Je suis tombée amoureuse de toi, Mathieu Beaumont, et je ne suis pas prête à te laisser partir sans me battre. » Chapitre 5. L'espoir inattendu. Le service de cardiologie de l'hôpital universitaire de Marseille était un labyrinthe de couloirs aseptisés. Élise et Mathieu suivaient une infirmière à travers ce dédale, leurs pas résonnant sur le sol en linoléum. Mathieu serrait la main d'Élise, plus pour se rassurer lui-même que pour la réconforter.
Le professeur Vasseur est l'un des meilleurs dans son domaine, dit Élise pour la 10e fois depuis leur départ de Saint-Rémy. S'il y a quelque chose à faire, il le saura. Mathieu acquiesça, sans répondre. Il s'était laissé convaincre de venir, mais sans réel espoir. Il avait déjà consulté les meilleurs spécialistes de Paris. Qu'est-ce qu'un médecin de province pourrait apporter de nouveau? Le professeur Vasseur n'était pas ce à quoi Mathieu s'attendait. Petit, trapu, avec une barbe poivre et sel taillée avec précision, il avait l'allure d'un capitaine de bateau plutôt que d'un éminent cardiologue. « Monsieur Beaumont, dit-il en tendant une main ferme, Philippe Moreau m'a beaucoup parlé de votre cas. » Mathieu jeta un regard à Élise. Elle ne lui avait pas dit que son père avait déjà discuté de sa situation médicale. « Ne lui en voulez pas, » sourit le professeur, captant cet échange silencieux. Le docteur, Moreau est un vieil ami, et il était très inquiet pour sa fille. Et pour vous, par extension. Pendant l'heure qui suivit, le professeur Vasseur examina minutieusement Mathieu, puis étudia les dossiers médicaux qu'il avait apportés de Paris. Son visage ne trahissait aucune émotion, rendant impossible de deviner ses pensées. Finalement, il s'assit face à eux, les mains jointes sur son bureau encombré. « Votre condition est sérieuse. C'est indéniable, » commença-t-il. « Mais je ne suis pas entièrement d'accord avec le pronostic de mes collègues parisiens. » Mathieu sentit Élise se raidir à côté de lui. « Que voulez-vous dire ?» demanda-t-elle. « Il existe un traitement expérimental, » expliqua Vasseur. Une thérapie génique ciblant spécifiquement la mutation responsable de votre forme de cardiomyopathie, monsieur Beaumont. Nous avons complété la phase 2 des essais cliniques avec des résultats prometteurs. Pourquoi mes médecins à Paris ne m'en ont-ils pas parlé? La voix de Mathieu trahissait son scepticisme. Parce que c'est encore expérimental, répondit Vasseur sans s'offusquer. Et parce que notre équipe à Marseille est la seule en France à le proposer pour l'instant. De plus, il hésita légèrement. Ce n'est pas un remède. C'est un traitement qui pourrait ralentir significativement la progression de la maladie, peut-être vous donner plusieurs années supplémentaires. Le temps qu'il faut pour qu'une transplantation devienne envisageable. L'espoir, cet étranger que Mathieu avait banni de sa vie depuis le diagnostic, fit une entrée timide, mais indéniable. « Quels sont les risques ?» demanda-t-il, se forçant à rester pragmatique. « Les effets secondaires peuvent être sévères, et il n'y a aucune garantie de succès. Mais étant donné votre âge et votre état général, je pense que vous êtes un bon candidat. » Sur le chemin du retour, Mathieu et Élise restèrent silencieux, chacun absorbé dans ses pensées. Ce fut seulement lorsqu'ils aperçurent à la Bastide, au loin, que Mathieu parla enfin. « Je vais le faire, » dit-il simplement. Élise lui prit la main, la porta à ses lèvres. « Je serai là à chaque étape. » Le traitement commença 2 semaines plus tard, 3 jours d'hospitalisation, puis un retour à la maison avec un régime strict de médicaments et de contrôle régulier. Les effets secondaires ne tardèrent pas à se manifester. Fatigue écrasante, nausées, douleurs articulaires. Septembre s'écoula ainsi dans une routine rythmée par les prises de médicaments et les visites à l'hôpital. Le jardin était délaissé, mais ni Mathieu ni Élise ne s'en souciaient. La vie avait pris un tour plus urgent, plus essentiel. Un matin, alors qu'Élise préparait le petit déjeuner, Mathieu la surprit en l'enlaçant par derrière. « J'ai quelque chose à te demander » murmura-t-il contre son cou. Elle se retourna, un sourire aux lèvres malgré l'inquiétude qui ne la quittait jamais complètement ces jours-ci. « Je t'écoute. Emménage ici, officiellement. Apporte tes plantes, tes livres, tout ce qui fait que tu es toi. » Élise le regarda longuement, cherchant quelque chose dans ses yeux. « Tu es sûr? Avec tout ce qui se passe, tout ce qui est incertain, c'est précisément pour ça, » répondit-il. « Je ne veux plus perdre un seul jour. Que je vive 6 mois ou 20 ans, je veux les passer avec toi. » Pour toute réponse, elle l'embrassa, un baiser qui promettait bien plus que des mots n'auraient pu exprimer. Le lendemain, lors de leur visite de contrôle à Marseille, le professeur Vasseur avait des nouvelles encourageantes. Les premiers tests montraient une légère amélioration de la fonction cardiaque de Mathieu. « C'est trop tôt pour crier victoire », tempéra-t-il. « Mais c'est un bon signe. » Sur le chemin du retour, Élise conduisait tandis que Mathieu regardait le paysage défiler. Les vignes prenaient des teintes dorées, annonçant l'automne. « Tu sais ce qui est étrange ?» dit-il soudain. « J'ai passé ma vie à construire pour l'avenir, des bâtiments qui dureraient des générations. Et maintenant que mon propre avenir est incertain, je me retrouve à vivre plus pleinement que jamais. » Élise lui jeta un regard tendre. « C'est souvent comme ça. On ne réalise la valeur des choses que lorsqu'on risque de les perdre. »« Il y a autre chose, » ajouta Mathieu après un moment. « Quelque chose que je dois te dire. » Élise ralentit légèrement, attentive. «
Quel que soit le résultat du traitement, quoi qu'il arrive, je ne regrette rien. Te rencontrer, ces mois passés ensemble, ça valait tous les diagnostics du monde. Élise essuya discrètement une larme. On va s'en sortir, Mathieu. Je le sais. Et pour la première fois depuis longtemps, Mathieu se surprit à la croire. Chapitre 6. L'annonce octobre paraît la Provence de couleurs flamboyantes. Dans le jardin de la Bastide, Élise et Mathieu avaient repris leur travail, à un rythme plus lent, adapté à l'énergie fluctuante de Mathieu. Les effets secondaires du traitement s'atténuaient progressivement, lui permettant de retrouver une certaine normalité. Ce matin-là, il plantait des bulbes de tulipes et de narcisses pour le printemps prochain. Un acte de foi, avait pensé Mathieu, planter des fleurs qu'il n'était pas certain de voir éclore. « Tu as l'air pensive », dit-il à Élise, qui restait inhabituelle, silencieuse. Elle leva les yeux vers lui, son visage portant une expression qu'il n'arrivait pas à déchiffrer. « J'ai quelque chose à te dire, mais je ne sais pas comment. » Mathieu sentit son cœur s'accélérer, une sensation qui, ces derniers mois, était toujours accompagnée d'angoisse. Mais cette fois, c'était différent, une anticipation plutôt qu'une crainte. « Dis-le simplement », encouragea-t-il. Élise prit une profonde inspiration. « Je suis enceinte. » Le monde sembla s'arrêter autour de Mathieu. Les mots résonnaient dans sa tête, mais il n'arrivait pas à les intégrer complètement. « Tu... quoi ?» balbutia-t-il. « Environ 8 semaines, » précisa Élise, guettant sa réaction. « Je viens de le confirmer hier. » Mathieu s'assit sur le muret en pierre, les jambes soudain faibles. Un enfant. Son enfant. Dans un autre contexte, ça aurait été la nouvelle la plus merveilleuse du monde. Mais maintenant, je sais ce que tu penses, dit doucement Élise en s'asseyant à côté de lui, que c'est de la folie, que l'avenir est trop incertain, que tu pourrais ne pas être là. Non, l'interrompit Mathieu, surpris par la fermeté de sa propre voix. Ce n'est pas ce que je pense du tout. Il prit ses mains dans les siennes, les serra comme pour s'ancrer dans cette réalité qui semblait soudain trop belle pour être vraie. Je pense que c'est un miracle. Notre miracle. Il porta une main à son visage, caressant sa joue. Et je pense que maintenant, j'ai 2 raisons de me battre. Élise laissa échapper un sanglot de soulagement, se blottissant contre lui. J'avais tellement peur de ta réaction. J'ai pensé à ne rien te dire, à ne pas le garder. Non, dit Mathieu, la serrant plus fort. Non, c'est notre enfant. Quoi qu'il arrive, cet enfant saura qu'il a été désiré, aimé. Ils restèrent ainsi longtemps, enlacés sous le soleil d'automne, entourés par ce jardin qu'ils avaient ramené à la vie ensemble, symbole parfait de ce qui germait maintenant en Élise. Le soir même, ils appelèrent Anne, la sœur de Mathieu, pour lui annoncer la nouvelle. Sa réaction fut d'abord le choc, puis une joie teintée d'inquiétude. « Mathieu, » dit-elle, sa voix hésitante au téléphone, « tu es sûr que c'est raisonnable? Avec ta santé? Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit, » répondit-il. « Et les nouvelles sont encourageantes. Le traitement semble fonctionner. » Après avoir raccroché, Mathieu et Élise s'installèrent sur la terrasse, regardant les étoiles apparaître une à une dans le ciel automnal. « Il faudra prévenir mes parents, » dit Élise. « Ils viendront ce week-end, c'est prévu depuis longtemps. » Mathieu hocha la tête, une légère appréhension le gagnant. Il n'avait rencontré le père d'Élise qu'une fois, brièvement, lors d'une consultation à Marseille. Quant à sa mère, il ne savait pratiquement rien d'elle. « Tu crois qu'ils seront heureux pour nous ?» demanda-t-il. Élise sourit. « Mon père t'apprécie déjà et ma mère, elle a toujours voulu être grand-mère. Elle sera folle de joie, tu verras. » Le week-end arriva plus vite que Mathieu ne l'aurait souhaité. La Bastide avait été nettoyée de fond en comble, un dîner élaboré préparé. Mathieu était nerveux comme un adolescent présentant sa petite amie à ses parents pour la première fois. Lorsque la voiture des Moreau s'engagea dans l'allée, Mathieu prit la main d'Élise, cherchant du courage dans ce contact. Philippe Moreau était un homme imposant, grand et large d'épaules, avec les mêmes yeux vert noisette que sa fille. Il serra vigoureusement la main de Mathieu. « Vous avez meilleure mine que la dernière fois », observa-t-il avec son franc-parler habituel. Claudine Moreau, petite et vive, embrassa chaleureusement Mathieu sur les 2 joues. « Alors, c'est vous qui avez volé le cœur de ma fille », dit-elle avec un accent du Sud qui contrastait avec celui plus neutre de son mari. Le dîner se déroula dans une atmosphère étonnamment détendue. Les parents d'Élise étaient des convives agréables, curieux de la carrière d'architecte de Mathieu, enthousiastes à propos du jardin qu'ils restauraient avec leur fille. Ce fut au moment du dessert qu'Élise, après un regard entendu à Mathieu, se lança. « Papa, maman,
Nous avons quelque chose à vous annoncer. » Philippe Moreau reposa sa fourchette, soudain attentif. Claudine, elle, eut un petit sourire, comme si elle savait déjà. « Je suis enceinte, » dit simplement Élise. « Nous allons avoir un bébé au printemps. » Il y eut un moment de silence, puis Claudine sauta de sa chaise pour enlacer sa fille, des larmes de joie aux yeux. Philippe, lui, resta immobile, son regard allant de sa fille à Mathieu. « Et votre santé ?» demanda-t-il finalement, s'adressant directement à Mathieu. « Elle s'améliore ?» répondit ce dernier avec toute l'assurance qu'il pouvait rassembler. Le traitement du professeur Vasseur montre des résultats prometteurs. Philippe hocha lentement la tête. Vasseur est un excellent médecin. S'il dit que ça fonctionne, alors c'est probablement le cas. Il se leva, contourna la table et, à la surprise de Mathieu, le serra dans une étreinte puissante. « Bienvenue dans la famille, mon garçon. » Plus tard cette nuit-là, allongé dans leur lit, Mathieu tenait Élise contre lui, sa main posée sur son ventre encore plat. « Comment l'appellerons-nous » murmura-t-il. « C'est trop tôt pour y penser, » sourit Élise dans l'obscurité. « Pas du tout, » répliqua Mathieu. C'est exactement le bon moment pour commencer à imaginer l'avenir. Et pour la première fois depuis qu'il avait quitté le cabinet du docteur Laurent à Paris, Mathieu se permit de penser à long terme. Non pas en mois, mais en années, en décennies même. L'idée n'était plus terrifiante, mais exaltante. Chapitre 7. L'hiver de l'attente. Décembre enveloppa la Provence d'un froid sec et lumineux. La Bastide, autrefois silencieuse et endormie, vibrait maintenant d'une activité constante. Dans ce qui serait la chambre du bébé, Mathieu avait entrepris des travaux de rénovation, transformant l'ancienne bibliothèque en un espace clair et accueillant. Ce matin-là, il mesurait méticuleusement un mur, son crayon de charpentier coincé derrière l'oreille, quand Élise entra, portant 2 tasses de thé fumantes. « Tu ne devrais pas porter de choses lourdes, » dit-il automatiquement en voyant son ventre désormais légèrement arrondi sous son pull ample. Élise leva les yeux au ciel. « 2 tasses de thé, Mathieu. Je ne suis pas en sucre. » Elle déposa les tasses sur le rebord de la fenêtre et vint se placer derrière lui, enlaçant sa taille. « Qu'est-ce que tu prévois maintenant ?»« Une fresque, » répondit-il, désignant le mur principal. « J'ai pensé à un paysage provençal. Les Alpilles, les champs de lavande, peut-être un olivier centenaire. » Élise sourit contre son dos. « Tu sais que nous pourrions simplement acheter du papier peint comme tout le monde ?»« Je ne suis pas tout le monde, » répliqua Mathieu. « Et notre enfant non plus. Notre enfant. » Ces mots résonnaient toujours en lui avec un mélange d'émerveillement et d'incrédulité. Parfois, au milieu de la nuit, il se réveillait en sursaut, submergé par la peur que tout cela, Élise, le bébé, son amélioration, ne soit qu'un rêve élaboré. Puis il sentait la chaleur d'Élise contre lui, écoutait sa respiration paisible et se rendormait, apaisé. Le traitement du professeur Vasseur continuait, avec des résultats encourageants. Lors de leur dernière visite à Marseille, le cardiologue avait même utilisé le mot « remarquable » pour décrire l'évolution de Mathieu. « Votre cœur réagit exceptionnellement bien à la thérapie », avait-il expliqué, montrant les dernières échographies. La masse musculaire excessive commence à se réduire et l'obstruction au flux sanguin diminue. « Ce qui signifie ?» avait demandé Élise, tenant fermement la main de Mathieu, « que nous gagnons du temps, beaucoup plus que ce que j'avais initialement espéré. » Le téléphone de Mathieu vibra, le ramenant au présent. C'était Anne qui appelait pour confirmer son arrivée pour les fêtes de Noël. « Tout est prêt pour ta chambre, » lui assura Mathieu. « Et nous avons même un sapin. »« Un sapin !» s'exclama Anne, surprise. « Toi qui détestais les décorations de Noël. » Mathieu rit. « Les gens changent, petite sœur. » Après avoir raccroché, il rejoignit Élise dans le salon, où un sapin modeste mais élégamment décoré trônait près de la cheminée. Elle était assise sur le canapé, feuilletant un livre de prénoms, ses lunettes de lecture glissant sur son nez. « Anne sera là demain », annonça-t-il, en s'asseyant à côté d'elle. « Et alors, des idées ?» demanda-t-il, en désignant le livre. « Quelques-unes », sourit Élise. « Mais je ne veux pas décider avant de savoir si c'est une fille ou un garçon. » L'échographie morphologique était prévue pour la semaine suivante, juste avant Noël. « Un cadeau anticipé », avait dit Élise. « Je pense que c'est une fille, » dit Mathieu, posant sa main sur le ventre d'Élise. « Ah oui, et pourquoi ça ?»« Juste une intuition. » La vérité était qu'il rêvait souvent d'une petite fille aux yeux verts, comme ceux d'Élise, courant dans le jardin qu'ils avaient créé ensemble. Mais il gardait ses rêves pour lui, comme un trésor privé. Le jour de l'échographie arriva, glacial mais ensoleillé. À l'hôpital d'Avignon,
Ils attendaient dans la salle d'attente bondée du service de maternité, entourés de couples à différents stades de grossesse. « Monsieur et Madame Beaumont ?» appela une sage-femme. Élise lança un regard amusé à Mathieu. Il n'était pas marié, mais personne ne semblait le remarquer ou s'en soucier. La pièce d'examen était faiblement éclairée, dominée par un grand écran et un lit médical. Élise s'installa, remontant son pull pour exposer son ventre, tandis que Mathieu prenait place sur une chaise à côté d'elle. « C'est votre premier ?» demanda gentiment la sage-femme en préparant le gel pour l'échographie. « Oui », répondirent-ils à l'unisson. « Vous voulez connaître le sexe ?» Ils échangèrent un regard, puis acquiescèrent. Les minutes qui suivirent furent irréelles. Sur l'écran, leur enfant apparut, petit, mais parfaitement formé. Mathieu fixa l'image, hypnotisé par ce miracle scientifique qui lui permettait de voir son enfant avant même sa naissance. « Voilà la tête », indiquait la sage-femme. Les bras, les jambes, tout semble parfaitement normal. Elle déplaça la sonde, observant attentivement l'écran. Et quant au sexe, les félicitations, c'est une petite fille. Mathieu sentit les larmes lui monter aux yeux. Une fille, sa fille. La réalité de ce qui se passait le frappa avec une force renouvelée. Sur le chemin du retour, ils restèrent silencieux, comme souvent après les moments intenses. Ce fut seulement en approchant de la Bastide qu'Élise parla enfin. « J'ai pensé à un prénom », dit-elle doucement. « Claire, Claire », répéta Mathieu, savourant le son. « Claire Beaumont, c'est parfait. » Le soir de Noël, la Bastide accueillait une petite assemblée. Anne était arrivée la veille et les parents d'Élise les avaient rejoints pour le réveillon. Autour de la table festive, les conversations allaient bon train. Le vin coulait généreusement, sauf pour Élise qui se contentait de jus de fruits, et l'atmosphère était à la célébration. Pendant le dessert, Mathieu se leva, verre à la main. « J'aimerais porter un toast, dit-il, attirant l'attention de tous, à cette année qui s'achève, qui a été la plus difficile et la plus belle de ma vie. À vous tous, qui m'avez soutenu et accueilli dans vos vies. » Il regarda Élise, dont les yeux brillaient à la lueur des bougies. Et surtout, à Élise et à notre petite Claire, qui grandira ici, entourée d'amour et d'oliviers centenaires. Les verres s'entrechoquèrent, les souhaits fusèrent. Puis Philippe Moreau se leva à son tour, surprenant tout le monde. « J'ai aussi quelque chose à dire », commença-t-il, son expression habituellement sévère, adoucie par l'émotion. « Quand Élise nous a annoncé qu'elle attendait un enfant, j'ai eu peur pour elle. Pour vous deux, ajouta-t-il en regardant Mathieu. Mais ce soir, en vous voyant, je comprends que mes craintes étaient infondées. Vous avez choisi l'espoir plutôt que la peur, et c'est la plus grande leçon qu'un médecin comme moi peut recevoir. » Il leva son verre. « À Claire et à l'avenir que vous construisez ensemble, contre toute attente. » Plus tard dans la nuit, après le départ des parents d'Élise et alors qu'Anne s'était retirée dans sa chambre, Mathieu et Élise se retrouvèrent seuls devant la cheminée mourante. « J'ai un cadeau pour toi, » dit Mathieu, sortant une petite boîte de sa poche. Élise la prit, intriguée. À l'intérieur se trouvait une clé ancienne, attachée à un ruban de velours rouge. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, perplexe. « La clé de la Bastide » expliqua Mathieu. « L'originale, celle que mon grand-père m'a donnée, et maintenant elle est à toi. » Élise caressa la clé du bout des doigts. « C'est un symbole ? C'est une promesse, » répondit-il, « que cette maison est la tienne autant que la mienne, que notre avenir est ici, ensemble. » Il hésita un instant, puis ajouta, « Je sais que nous n'avons jamais parlé de mariage, que tout est allé très vite entre nous, mais un jour, quand le moment sera venu, j'aimerais que tu deviennes ma femme. Pas maintenant, pas sous la pression des circonstances, mais quand nous serons prêts, tous les deux. » Élise l'embrassa, un baiser qui contenait toutes les réponses dont il avait besoin. « Joyeux Noël, Mathieu », murmura-t-elle contre ses lèvres. « Joyeux Noël, mon amour. » Chapitre 8. Printemps nouveau. Mars inondait la Provence de lumière. Dans le jardin de la Bastide, les premières fleurs s'ouvraient timidement. Crocus, jonquilles et les tulipes qu'ils avaient plantées à l'automne, geste de foi en l'avenir. Élise, son ventre désormais imposant sous sa robe ample, inspectait les nouvelles pousses avec une satisfaction évidente. « Elles sont magnifiques », dit-elle à Mathieu, qui l'observait depuis la terrasse. « Exactement comme nous l'avions imaginé. » Il la rejoignit, l'embrassant sur la tempe. « Comme toi », murmura-t-il. Elle sourit, posant sa main sur son ventre où leur fille donnait des coups vigoureux. Claire semble apprécier le jardin aussi. Elle danse. Mathieu posa sa main à côté de celle d'Élise, sentant les mouvements de sa fille. «
Ces moments étaient devenus un rituel quotidien, une façon de se connecter avec cet être qui n'était pas encore né, mais déjà si présent dans leur vie. Le professeur Vasseur a appelé, dit-il après un moment. Les résultats de mes derniers tests sont arrivés. Élise se raidit imperceptiblement. Malgré les progrès constants, chaque contrôle ramenait l'angoisse des premiers jours. Et, demanda-t-elle, s'efforçant de garder une voix calme. La fonction cardiaque continue de s'améliorer, répondit Mathieu, ne pouvant retenir un sourire. Il parle même de réduire certains médicaments. Élise laissa échapper un souffle qu'elle semblait retenir depuis des mois. C'est merveilleux, Mathieu. Il veut me voir la semaine prochaine pour discuter de la suite. Apparemment, il y a de nouvelles options à considérer. Ils rentrèrent dans la maison, où la chambre de Claire était maintenant prête. Mathieu avait terminé la fresque murale, un paysage provençal idyllique, avec les Alpilles en arrière-plan, des champs de lavande et un grand olivier sous lequel une silhouette féminine lisait à l'ombre. Le reste de la pièce était meublé simplement mais avec goût, un berceau en bois clair, une commode assortie et une chaise à bascule près de la fenêtre. « C'est parfait !» dit Élise en caressant le bois du berceau. « Elle va adorer grandir ici. » La semaine suivante, ils se rendirent à Marseille pour le rendez-vous avec le professeur Vasseur. Contrairement à leur visite précédente, l'anxiété avait fait place à une sérénité prudente. Quelle que soit la nouvelle, ils l'affronteraient ensemble. Le professeur les accueillit avec son habituelle poignée de main ferme. « Monsieur Beaumont, mademoiselle Moreau, vous avez l'air en pleine forme tous les deux. » Il les invita à s'asseoir puis alla droit au but, comme à son habitude. « Les résultats sont exceptionnellement bons. La thérapie génique a fonctionné au-delà de nos espérances. L'hypertrophie a considérablement régressé et l'obstruction est maintenant minime. » Mathieu sentit Élise serrer sa main avec force. « Ce qui signifie, demanda-t-il, osant à peine espérer, que votre pronostic a radicalement changé. Nous ne parlons plus en termes de mois, mais d'années. Beaucoup d'années, potentiellement. » Élise étouffa un sanglot de soulagement. « Et la transplantation ?» demanda Mathieu, se rappelant que c'était l'objectif initial du traitement, gagner du temps en attendant un donneur compatible. « Elle reste une option à long terme, répondit Vasseur, mais elle n'est plus une urgence. Avec un suivi régulier et la poursuite du traitement, vous pourriez vivre une vie presque normale pendant très longtemps. Une vie normale. » Ces mots résonnèrent en Mathieu comme une promesse inespérée, voir grandir sa fille, vieillir aux côtés d'Élise. Tout ce qu'il avait cru perdu lui était soudain rendu. Sur le chemin du retour, ils s'arrêtèrent dans une petite crique isolée entre Marseille et Cassis. La Méditerranée s'étendait devant eux, d'un bleu intense sous le soleil printanier. Ils marchèrent lentement sur la plage de galets, Élise s'appuyant légèrement sur Mathieu, son ventre rendant ses mouvements plus prudents. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle, observant son profil pensif. « À l'avenir, » répondit-il, « à tout ce que nous allons pouvoir faire ensemble. Les voyages, les projets pour la Bastide, voir Claire grandir. » Il s'interrompit, submergé par l'émotion. Élise lui caressa la joue, essuyant une larme qu'il n'avait pas senti couler. « Nous avons le temps maintenant, tout le temps du monde. » Ce soir-là, de retour à la Bastide, Mathieu sortit un vieux carnet à dessin qu'il n'avait pas touché depuis des mois. Il commença à esquisser, ses traits sûrs et précis, traçant les contours d'un nouveau projet. Élise l'observait depuis le canapé, caressant distraitement son ventre. « Qu'est-ce que tu dessines ?»« Une extension pour la Bastide, » répondit-il sans lever les yeux. « Un atelier d'architecture pour moi et un espace pour tes plantes, avec de grandes fenêtres orientées au sud pour la lumière. » Élise sourit. « Tu reprends le travail ?»« Pas exactement. Je pense à créer mon propre cabinet, ici. Des projets locaux, principalement. Restauration de vieilles bâtisses, comme celle-ci. L'agence de Paris m'a proposé de reprendre à temps partiel, mais je préfère rester ici. Avec vous. » Il posa son carnet et vint s'asseoir à côté d'elle, posant une main sur son ventre. « Et toi, tu vas reprendre le projet des jardins historiques ?» Élise hocha la tête. « Oui, mais pas tout de suite. Je veux prendre le temps d'être avec Claire d'abord. Ensuite, nous verrons. » Ils restèrent ainsi, blottis l'un contre l'autre, planifiant leur avenir avec une liberté nouvelle, celle de ceux qui ont regardé la mort en face et ont choisi de vivre pleinement chaque instant. 3 semaines plus tard, au milieu d'une nuit d'avril parfumée de jasmin, Élise réveilla Mathieu en lui secouant doucement l'épaule. « Mathieu, » murmura-t-elle, « je crois que c'est le moment. » Il se réveilla instantanément, l'adrénaline balayant toute trace de sommeil. « Les contractions ? Tu es sûr ?» Élise acquiesça,
son visage à la fois tendu et serein. Depuis 1 heure environ, elle se rapproche. Tout se déroula avec une rapidité surprenante ensuite. Le trajet jusqu'à la maternité d'Avignon, l'admission, l'installation dans une chambre de travail. Contrairement à leurs craintes, tout se passa sans complications. Élise, forte et déterminée, traversa les heures de travail avec un courage qui forçait l'admiration de Mathieu, et puis au lever du jour, dans la lumière naissante d'un matin d'avril, Claire vint au monde. Un premier cri puissant, puis elle fut déposée sur la poitrine d'Élise, petite créature rougeaude aux cheveux sombres plaqués sur son crâne. Mathieu, debout à côté du lit, regardait sa fille avec émerveillement. Il avait imaginé ce moment des centaines de fois, mais rien ne l'avait préparé à la réalité, à cette vague d'amour inconditionnel qui le submergeait. « Elle est parfaite », murmura-t-il, sa voix brisée par l'émotion. Élise leva les yeux vers lui, épuisée mais rayonnante. « Elle te ressemble. Regarde son nez, c'est le tien. » Mathieu rit doucement. « Pauvre enfant. » Une sage-femme s'approcha. « Voulez-vous la prendre, papa ?»« Papa. » Ce mot si simple et pourtant si chargé de sens, d'une responsabilité immense. Avec des gestes maladroits mais tendres, Mathieu prit sa fille dans ses bras pour la première fois. Claire ouvrit brièvement les yeux, bleu foncé comme ceux de tous les nouveau-nés, puis les referma, apparemment satisfaite de ce qu'elle avait vu. « Bonjour Claire, » murmura Mathieu. « Je suis ton père, et je serai là pour toi, je te le promets, aussi longtemps que possible. » Élise, observant cette première rencontre, sentit les larmes couler sur ses joues. Il y avait eu tant d'incertitudes, tant de peur, et maintenant ils étaient là tous les trois, une famille. « Nous avons réussi, » dit-elle doucement, contre toutes les attentes. Mathieu la regarda, cette femme extraordinaire qui lui avait donné une raison de se battre, puis leur fille, fruit de cet amour improbable, né dans un jardin abandonné. « Oui, » répondit-il simplement, « nous avons réussi. » Chapitre 9. L'équilibre fragile. L'automne était revenu sur la Provence, apportant avec lui des couleurs flamboyantes et une douceur particulière dans l'air. Claire avait maintenant 6 mois, une petite fille aux jouets rondes et au regard curieux qui babillait joyeusement dans son transat, posé sur la terrasse de la Bastide. Mathieu l'observait tout en travaillant sur les plans d'une ancienne ferme à restaurer, son 3e projet depuis qu'il avait ouvert son cabinet d'architecture à Saint-Rémy. La transition professionnelle s'était faite naturellement. Sa réputation parisienne l'avait précédé et les propriétaires de vieilles bâtisses provençales recherchèrent son expertise pour des restaurations respectueuses de l'esprit des lieux. « Comment avancent les plans pour les Mercier ?» demanda Élise en sortant sur la terrasse, une tasse de thé à la main. « Bien », répondit Mathieu sans lever les yeux de son carnet. « Mais ils veulent absolument une piscine, et je cherche comment l'intégrer sans dénaturer l'ensemble. » Élise s'approcha de Claire qui tendait ses petites mains vers elle, gazouillant avec excitation. « Tu aides papa avec ses plans, ma puce, » dit-elle, en caressant les boucles sombres de sa fille. Mathieu releva enfin la tête, observant Élise et Claire avec cette sensation de bonheur mêlée d'incrédulité qui ne l'avait jamais quitté. Parfois encore, il se réveillait la nuit, saisi par l'angoisse que tout cela puisse lui être arraché. Mais ces moments se faisaient plus rares. « J'ai eu le professeur Vasseur au téléphone ce matin, » dit-il, refermant son carnet. Élise se raidit imperceptiblement, comme à chaque fois que le nom du cardiologue était mentionné. « Et mes derniers résultats sont stables. Il veut me voir dans 3 mois pour un contrôle de routine, mais il n'est pas inquiet. » Élise laissa échapper un soupir de soulagement. « C'est une bonne nouvelle. Il a aussi parlé d'une conférence internationale sur les thérapies géniques cardiaques à Montpellier le mois prochain. Il m'a invité à témoigner de mon expérience. Tu vas y aller ?» Mathieu hésita. « Je ne sais pas. Raconter mon histoire devant des médecins, des chercheurs, ce serait comme revivre toute cette période. » Élise s'assit à côté de lui, Claire sur ses genoux. « Ce serait peut-être une façon de tourner la page, justement. Et ton témoignage pourrait aider d'autres patients. » Mathieu savait qu'elle avait raison. La gratitude qu'il ressentait envers le professeur Vasseur et son équipe était immense. Sans eux, il ne serait probablement plus là pour voir sa fille grandir, pour continuer à construire cette vie avec Élise. « Tu as raison, » concéda-t-il. « J'irai. » La conférence de Montpellier se déroula dans le cadre prestigieux de la faculté de médecine, l'une des plus anciennes d'Europe. Mathieu, en costume sombre, attendait dans les coulisses que le professeur Vasseur termine son introduction. « Un cas qui illustre parfaitement le potentiel de cette thérapie, » disait le cardiologue à l'Assemblée.
Monsieur Beaumont a accepté de partager son expérience avec nous aujourd'hui. Je vous demande de l'accueillir chaleureusement. Les applaudissements résonnèrent dans l'amphithéâtre, tandis que Mathieu montait sur l'estrade. Face à lui, des centaines de visages attentifs, médecins, chercheurs, étudiants. « Bonjour », commença-t-il, surpris par le calme de sa propre voix. « Il y a 1 an et demi, on m'a annoncé que mon cœur me lâchait et que je n'avais probablement pas plus d'1 an à vivre. » Il raconta tout, le diagnostic initial, sa résignation, sa retraite à Saint-Rémy, puis la rencontre avec Élise qui avait tout changé. L'espoir revenu grâce au traitement expérimental, la grossesse inattendue, la naissance de Claire. Ce que cette expérience m'a appris, conclut-il, c'est que les statistiques ne sont que des chiffres. Les pronostics médicaux ne sont pas des verdicts. Chaque patient est unique, et parfois la vie nous surprend. La standing ovation qui suivit le toucha profondément. Mais ce fut après la conférence, alors qu'il s'apprêtait à partir, qu'eut lieu la rencontre qui allait changer à nouveau le cours de son histoire. Monsieur Beaumont, il se retourna, une femme d'une 50aine d'années, élégante dans son tailleur gris, lui tendait la main. Professeur Hélène Valois, hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Votre témoignage était très émouvant. Merci, répondit Mathieu, serrant sa main. J'aimerais vous parler d'un projet, continua-t-elle. Une fondation pour la recherche sur les cardiomyopathies rares. Nous cherchons des patients comme vous, des success stories, pour nous aider à sensibiliser le public et lever des fonds. Mathieu hésita. Je ne suis pas sûr de pouvoir être utile. Je vis en Provence maintenant et avec ma fille, mon travail. Bien sûr, sourit le professeur Valois. Je ne vous demande pas de déménager à Paris, juste de prêter votre voix, votre histoire, à notre cause. De permettre à d'autres patients de bénéficier du même type de traitement que vous. Elle lui tendit une carte. Réfléchissez-y. Appelez-moi si vous êtes intéressé. Sur le trajet du retour, Mathieu ne pouvait s'empêcher de penser à cette proposition. Il n'avait jamais envisagé de devenir le visage d'une cause, aussi noble soit-elle. Sa vie, enfin stabilisée, lui convenait parfaitement. Et pourtant, alors comment ça s'est passé? Demanda Élise lorsqu'il franchit la porte de la Bastide. Claire, assise sur un tapis d'éveil, poussa des cris de joie en voyant son père. Mathieu la prit dans ses bras, respirant son odeur de bébé qui avait le don de l'apaiser instantanément. « Bien », répondit-il. « Très bien, même. » Il raconta la conférence, puis la rencontre avec le professeur Valois. « Elle veut que je m'implique dans sa fondation. » Élise l'écoutait attentivement, comme toujours. « Et qu'en penses-tu ?»« Je ne sais pas, » admit Mathieu. « D'un côté, j'ai envie d'aider, de rendre ce que j'ai reçu, mais de l'autre, je ne veux pas perturber notre équilibre. Tout va si bien maintenant. » Élise s'approcha, posant une main sur sa joue. « Notre équilibre est plus solide que tu ne le crois. Et peut-être que cette fondation fait partie de ton chemin, de ton histoire. » Cette nuit-là, après avoir couché Claire, Mathieu et Élise s'installèrent sur la terrasse, comme ils le faisaient souvent les soirs d'automne encore doux. Au-dessus d'eux, les étoiles brillaient dans le ciel clair de Provence. « J'ai pris une décision, » dit Mathieu, brisant le silence confortable qui s'était installé. « Je vais accepter la proposition du professeur Valois, mais à mes conditions. Je ne veux pas que cela nous éloigne, Claire et toi. » Élise sourit dans la pénombre. « Nous te suivrons où que tu ailles, tu le sais. Justement, je ne veux pas que vous ayez à me suivre. La fondation aura son siège à Paris, mais je ne m'y rendrai que ponctuellement. Le reste du temps, je travaillerai d'ici. » Il prit sa main, entrelaçant leurs doigts. « La Bastide est notre foyer, notre havre. Je ne veux pas que cela change. »« Ça ne changera pas, » promit Élise, « quoi que tu décides. » Les semaines suivantes furent intenses. Mathieu jonglait entre ses projets d'architecture, ses nouvelles responsabilités à la Fondation Cœur d'Espoir fraîchement créée et sa vie de famille. L'équilibre était parfois précaire, mais il tenait. Un soir de novembre, alors qu'il rentrait d'un voyage éclair à Paris pour une réunion de la Fondation, il trouva Élise endormie sur le canapé, un livre ouvert sur sa poitrine. Claire dormait paisiblement dans son lit à l'étage. Il l'avait vérifié en premier, comme toujours. Mathieu observa Élise un moment, touché par sa vulnérabilité dans le sommeil. Ces dernières semaines, il avait été souvent absent, pris dans le tourbillon de ses nouvelles responsabilités. Elle avait tout géré sans se plaindre. Claire, la maison, et même ses propres projets professionnels qui commençaient à prendre forme. Il s'agenouilla près du canapé, caressant doucement sa joue pour la réveiller. « Hé, belle endormie !» Élise ouvrit les yeux, souriant en le reconnaissant. « Tu es rentrée. »« Je suis rentrée, » confirma-t-il. « Et j'ai une surprise pour toi. » Elle se redressa, intriguée.
Quel genre de surprise! Mathieu sortit une enveloppe de sa poche. Ouvre-la. À l'intérieur se trouvaient 2 billets d'avion pour Venise, datés de la semaine suivante. Venise? Demanda Élise, perplexe. Mais, et Claire? Anne a accepté de venir la garder, expliqua Mathieu. Nous partons 4 jours, juste toi et moi. Un mini-lune de miel avant la lettre. Les yeux d'Élise s'écarquillèrent. Avant la lettre? Mathieu sortit une petite boîte de velours de sa poche. Élise Moreau, depuis que tu as fait irruption dans mon jardin abandonné avec ton sécateur et ton chapeau de paille, ma vie a changé du tout au tout. Tu m'as donné une raison de me battre, de croire en l'avenir. Tu m'as offert le plus beau des cadeaux, notre fille. Il ouvrit la boîte, révélant une bague ancienne, sertie d'une émeraude entourée de petits diamants. Cette bague appartenait à ma grand-mère. Elle voulait qu'elle revienne à la femme que j'épouserais, si je trouvais un jour quelqu'un d'assez exceptionnel pour la mériter. Et je l'ai trouvé. Il prit une profonde inspiration. « Veux-tu m'épouser, Élise? Devenir ma femme, officiellement, comme tu l'es déjà dans mon cœur ?» Élise, les larmes aux yeux, hocha la tête, incapable de parler. Puis, retrouvant sa voix, « Oui, Mathieu, oui, je veux t'épouser. » Il glissa la bague à son doigt. Elle lui allait parfaitement, comme si elle avait été faite pour elle. Puis il l'embrassa, un baiser qui scellait leur engagement, leur avenir commun. Plus tard, allongée dans leur lit, Élise contemplait sa bague à la lueur de la lune qui filtrait à travers les rideaux. « Venise, murmura-t-elle rêveuse, j'ai toujours voulu y aller. »« Je sais, » sourit Mathieu. « Tu me l'as dit le jour où nous avons remis en eau le bassin du jardin. Tu as dit que c'était comme un petit bout de Venise en Provence. » Elle se tourna vers lui, émue qu'il se souvienne de ce détail. « Tu n'as pas peur de laisser Claire ?»« Si, bien sûr, » admit-il. « Mais Anne sera parfaite, et nous avons besoin de ce temps, juste toi et moi, pour nous rappeler comment tout a commencé, avant que notre vie ne devienne si remplie. » Élise se blottit contre lui. « Elle est parfaite, notre vie remplie. »« Oui, » confirma Mathieu, l'enlaçant. « Parfaite, mais intense. Et parfois, il faut savoir prendre du recul pour mieux apprécier ce que l'on a construit. » Dans le silence de la nuit provençale, entourés par les murs séculaires de la Bastide qui avaient été témoins de leur histoire improbable, ils s'endormirent, bercés par la promesse de Venise et de tous les autres voyages qu'ils feraient ensemble au fil des années à venir. Chapitre 10. L'héritage du cœur. 5 ans avaient passé depuis cette nuit où Mathieu avait demandé Élise en mariage. La Bastide, autrefois endormie sous le soleil provençal, vibrait maintenant d'une énergie joyeuse. Le jardin, leur premier projet commun, était devenu une merveille locale que les connaisseurs venaient admirer de loin. Ce matin de juin, Mathieu se tenait sur la terrasse, une tasse de café à la main, observant Claire qui courait entre les rangées de lavandes, poursuivie par Thomas, leur fils de 3 ans. Leur rire cristallin montait jusqu'à lui, plus mélodieux que le chant des cigales. « Papa, regarde !» cria Claire en brandissant fièrement un bouquet de fleurs sauvages. Mathieu lui fit un signe de la main. « C'est magnifique, ma puce. Montre à maman, elle va adorer. » À 6 ans, Claire était le portrait de sa mère. Mêmes yeux verts noisette, même détermination tranquille. Thomas, en revanche, avait hérité des traits de Mathieu, y compris son incorrigible mèche rebelle, qui retombait constamment sur son front. Élise sortit de la maison, portant un plateau chargé de croissants frais et de jus d'orange. « Le petit déjeuner est servi, » annonça-t-elle. « Claire, Thomas, venez vous laver les mains. » Mathieu sourit en la regardant. Après toutes ces années, elle avait toujours le don de lui couper le souffle. Le temps avait ajouté quelques fines rides au coin de ses yeux, des marques de rire et de vie qui ne faisaient qu'accentuer sa beauté. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle en surprenant son regard. « À toi. À nous. À tout ce chemin parcouru. » Élise sourit, comprenant immédiatement. Aujourd'hui n'était pas un jour ordinaire. C'était l'anniversaire de leur rencontre, de ce moment où elle avait fait irruption dans son jardin abandonné, 7 ans plus tôt. « 7 ans, murmura-t-elle. Qui l'aurait cru? Pas moi, admit Mathieu. Pas le Mathieu d'alors, en tout cas. Les enfants accoururent, interrompant ce moment d'intimité. Le petit déjeuner se déroula dans la joyeuse cacophonie habituelle. Claire racontant ses projets pour la journée, Thomas renversant son verre de jus, et Élise rappelant gentiment à tout le monde de ne pas parler la bouche pleine. « N'oubliez pas que papy et mamie arrivent cet après-midi, » rappela Élise aux enfants. « Et tante Anne aussi. Tante Anne va m'apprendre à faire des cookies, » déclara fièrement Claire. « Et moi ?» demanda Thomas, la lèvre tremblante à l'idée d'être exclu.
Toi aussi, mon cœur, le rassura Mathieu. Tante Anne a promis de vous apprendre à tous les deux. Après le petit déjeuner, pendant qu'Élise aidait les enfants à se préparer, Mathieu s'isola dans son bureau. Sur les murs, des photos racontaient leur histoire. Leur mariage à Venise, Élise resplendissante dans une robe simple mais élégante, Claire bébé dans les bras de ses grands-parents, Thomas le jour de sa naissance, la famille au complet devant la Bastide restaurée. À côté de ses souvenirs personnels, des coupures de presse témoignaient du succès de la Fondation Cœur d'Espoir. En 5 ans, elle était devenue l'une des principales organisations de financement pour la recherche sur les cardiomyopathies rares. Le visage de Mathieu, aux côtés du professeur Valois, apparaissait sur plusieurs photos de galas de charité et de conférences médicales. Son téléphone vibra. C'était un message du professeur Vasseur. « Pensée spéciale pour vous aujourd'hui. » 7 ans, n'est-ce pas? Un miracle médical, mais surtout humain. Mathieu sourit. Le cardiologue était devenu un ami au fil des années et le parrain de Thomas. Il avait suivi toute leur histoire, depuis ce jour où Élise l'avait contacté, désespérée de sauver cet homme qu'elle commençait à peine à connaître, mais qu'elle aimait déjà. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. C'était Élise. « Les enfants sont prêts. Tu viens? J'ai pensé qu'on pourrait aller au marché de Saint-Rémy avant l'arrivée de tout le monde. » Mathieu se leva, l'attirant contre lui pour un baiser. « J'arrive. J'ai juste quelque chose à terminer avant. » Quand Élise fut partie, il ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit une petite boîte. À l'intérieur se trouvait un pendentif en or, spécialement conçu pour l'occasion, un cœur stylisé, entrelacé avec les initiales M et E, et 2 petites pierres représentant Claire et Thomas. Ce soir, après le dîner familial, il l'offrirait à Élise, un symbole de ces 7 années miraculeuses et de toutes celles à venir. Le marché de Saint-Rémy était animé comme toujours, les étals colorés débordant de fruits, légumes, fromages et produits artisanaux. Claire et Thomas s'émerveillaient devant tout, pointant du doigt les objets qui attiraient leur attention. « Monsieur Beaumont! Madame !» Une voix familière les interpella. C'était Marie Dubois, une cliente pour qui Mathieu avait restauré un mas l'année précédente. Elle s'approcha, tout sourire. « Je voulais vous dire que le jardin est magnifique, » dit-elle à Élise. « Vos conseils ont fait des merveilles. » Élise sourit modestement. Après la naissance de Thomas, elle avait repris son activité de botaniste à temps partiel, se spécialisant dans la restauration de jardins historiques et la création de jardins méditerranéens économes en eau. « Je suis heureuse que cela vous plaise, » répondit-elle. « Les plantes ont besoin de temps pour s'établir, mais dans 1 an ou 2, ce sera encore plus beau. » Mathieu observait sa femme avec fierté. Elle avait trouvé son équilibre, tout comme lui. Leurs carrières respectives, leurs enfants, la fondation, tout s'imbriquait harmonieusement, comme les pièces d'un puzzle complexe mais parfait. Le reste de la journée passa en un éclair. L'arrivée des parents d'Élise, toujours aussi énergique malgré les années, puis celle d'Anne, désormais installée à Lyon, mais qui revenait régulièrement en Provence pour voir son frère et sa famille. Le dîner, servi sur la grande table de la terrasse sous la glycine en fleurs, fut joyeux et animé. Philippe Moreau, qui avait pris sa retraite l'année précédente, racontait ses voyages avec Claudine. Anne parlait de son nouveau poste à l'université. Les enfants, excités par tant d'attention, peinaient à rester en place. « Et la fondation ?» demanda Philippe à Mathieu. « J'ai lu que vous aviez financé un nouveau projet de recherche. »« Oui, » confirma Mathieu. « Une équipe à Strasbourg qui travaille sur un traitement encore plus ciblé que celui qui m'a sauvé. Les résultats préliminaires sont prometteurs. »« C'est extraordinaire, » dit Claudine, « de penser que ton histoire pourrait en sauver tant d'autres. » Mathieu sourit. « C'est notre histoire, » corrigea-t-il doucement. « Sans Élise, sans sa détermination à ne pas accepter ce premier diagnostic, je ne serais probablement plus là. » Un silence ému s'installa autour de la table, rapidement rompu par Thomas, qui renversa son verre d'eau. Les rires reprirent. La vie continuait précieuse et imparfaite. Plus tard, après que les enfants eurent été couchés et que leurs invités se furent retirés dans leur chambre, Mathieu et Élise se retrouvèrent seuls sur la terrasse, comme tant de soirs au fil des années. « J'ai quelque chose pour toi, » dit Mathieu, sortant la petite boîte de sa poche. Élise l'ouvrit, ses yeux s'illuminant à la vue du pendentif. « Mathieu, c'est magnifique. » Il le lui attacha autour du cou, ses doigts s'attardant sur sa peau. « 7 ans, murmura-t-il. 7 ans que tu as sauvé ce jardin. Et moi avec. » Élise porta la main au pendentif, émue. « Nous nous sommes sauvés mutuellement, je crois. » Ils restèrent ainsi, dans le silence parfumé de la nuit provençale, conscients de la chance inouïe qu'ils avaient eue.
d'avoir trouvé l'amour quand ils ne le cherchaient pas, d'avoir défié un diagnostic qui semblait sans appel, d'avoir construit jour après jour une vie qui dépassait tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Le lendemain matin, Mathieu se réveilla avant tout le monde. Il s'habilla silencieusement et descendit dans le jardin où la lumière dorée de l'aube transformait chaque goutte de rosée en diamant. Il s'arrêta devant le rosier que lui et Élise avaient sauvé ensemble lors de leur premier jour. La Rosa gallica, si rare et précieuse. Elle était en pleine floraison, ses petites fleurs d'un rouge profond embaumant l'air matinal. Mathieu en cueillit une avec précaution, évitant les épines. Puis il rentra dans la maison, montant l'escalier jusqu'à leur chambre où Élise dormait encore. Il déposa la rose sur l'oreiller à côté d'elle, puis s'assit sur le bord du lit, attendant qu'elle se réveille. Lorsqu'elle ouvrit enfin les yeux, son regard tomba immédiatement sur la fleur. Un sourire illumina son visage encore ensommeillé. « Tu te souviens ?» demanda Mathieu. « Comment pourrais-je oublier ?» répondit-elle, prenant la rose pour en respirer le parfum. « Notre premier jour dans le jardin. Tu m'as dit que tu n'avais pas le temps d'apprendre à jardiner. Et tu m'as répondu qu'on a toujours le temps pour les choses importantes, » compléta Mathieu. « Tu avais raison, comme souvent. » Élise se redressa, l'attirant à elle pour un baiser. « Alors, qu'allons-nous faire de tout ce temps que nous avons maintenant ?» Mathieu sourit contre ses lèvres. « Vivre, mon amour. Simplement vivre. » Au-delà de la fenêtre ouverte, le jardin s'éveillait sous le soleil provençal. Les parfums de lavande, de romarin et de rose montaient jusqu'à eux, témoins silencieux de leur histoire extraordinaire. Une histoire de jardin abandonné puis ressuscité, de cœur condamné puis sauvé, d'amour improbable devenu le plus solide des fondements. Une histoire qui, contre toute attente, n'était pas une fin, mais un commencement.